États-Unis sont sur le point de conclure un accord qui offrirait aux Américains un accès privilégié aux ressources minières du pays en échange d'une aide sécuritaire dans l'Est, une région toujours en proie au conflit. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Kerwin Maïzo, analyste et spécialiste des affaires congolaises. Ensemble, nous allons décortiquer les avantages, les risques et les enjeux géopolitiques de cet accord ambitieux. Sera-t-il un tremplin vers la paix et le développement ou une répétition des erreurs du passé? Réponse tout de suite. Kerwin, bonsoir. Vous nous rejoignez de Paris où vous vous trouvez en ce moment. Merci d'abord pour le temps que vous nous accordez ce soir. Bonsoir Roger Montou, bonsoir à tous. L'honneur m'est choix d'être l'invité de votre prestigieuse émission. Super. Kerwin, nous allons droit au but. Je viens d'introduire de quoi on va parler ce soir. Quel avantage potentiel, Kerwin, voyez-vous pour la RDC dans cet accord avec les États-Unis? Le problème, ce n'est pas vraiment l'accord entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Le problème, c'est les termes de l'accord. Parce qu'il est de notoriété publique que les États-Unis, c'est la plus grande puissance militaire, économique et politique du monde. Être du côté des États-Unis en ayant quelque chose à apporter peut avoir des avantages. Mais cela dépend de ce que l'on propose aux États-Unis et qu'est-ce que les États-Unis vous proposent. Lorsque vous vous approchez des États-Unis pour une quelconque coopération, n'oubliez pas les propos d'un Américain hyper connu qui avait dit que être l'ennemi de l'Amérique, c'est dangereux. Mais être l'ami de l'Amérique, c'est fatal. Henry Kissinger, il a dit, être l'ennemi de l'Amérique, c'est dangereux, mais être l'ami de l'Amérique, c'est fatal. Évidemment. Oui, cela sous-entend que le Congo a beaucoup à gagner et beaucoup à perdre en même temps lorsqu'il coopère avec les États-Unis. Alors, dans ces cas-ci, le problème, c'est beaucoup plus que ce que le Congo avait demandé aux États-Unis. Qu'est-ce que le Congo a obtenu? Et c'est ce qui présidera nos réflexions par rapport à cet accord. Pourtant, mais pour le moment, le Congo a très mal négocié cet accord. Et il est perdant sur toute la ligne. Nous y reviendrons, Kerwin. Et pourtant, beaucoup de Congolais à qui on a parlé, ils croient vraiment que cet accord pourrait contribuer à améliorer la sécurité dans l'Est du pays. C'est une erreur parce qu'ils n'ont pas lu l'accord. J'ai comme l'impression que beaucoup de gens débattent sans lire l'accord. Et pourtant, l'accord est disponible en français et en anglais sur le site internet du département d'État. La souveraineté d'un pays n'a pas de prix. La sécurité d'un pays dépend avant tout des filles et fils de ces pays-là. On ne sous-traite pas la sécurité d'un pays avec un autre pays parce que en droit international, ou si vous voulez plutôt en relation internationale, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Alors, lorsque les intérêts des deux États sont dichotomiques, le plus puissant va écraser le plus faible. Et s'ils lisent l'accord, ils vont voir que c'est hyper déséquilibré. Le Congo n'a pas obtenu ce qu'il a demandé aux États-Unis. Est-ce que, est-ce que des investissements américains pourraient créer, comme certains le disent, des emplois ou de l'emploi ou améliorer les infrastructures locales? Certains pensent que cela peut aider ce pays à améliorer les conditions dans ce pays, dans ce sens. Normalement, c'est ce qu'on a vendu aux Congolais pour leur faire passer la pilule amère de cet accord déséquilibré. Le problème, c'est quoi? Quand on a signé l'accord de principe ou la déclaration de principe entre les États-Unis et le Congo, si vous lisez là-dedans, il est clair que les États-Unis vont investir des milliards dans les mines congolaises. Ils ne vont pas investir des milliards pour le Congo, mais ils vont investir des milliards pour l'exploitation des minéraux. Ils vont construire des infrastructures pour l'exploitation des minéraux. Et même les volets sécuritaires, les numéros 2 de l'Africom, c'est-à-dire l'armée américaine pour l'Afrique, le numéro 2 de l'Africom a déclaré que même la formation qu'ils vont donner à quelques militaires congolais, même ceux qui donnent aux Angolais,
C'est beaucoup plus pour protéger les investissements et les infrastructures que les Américains vont construire pour l'exploitation de ces minéraux. Nulle part, il est dit que les Américains viennent en philanthrope investir pour donner du travail aux Congolais. Ceux qui auront du travail, c'est les Rwandais. Parce que au Congo, on va exploiter les minéraux, mais par contre, au Rwanda, on va les raffiner, on va les traiter et on va les exporter. C'est le Rwanda qui gagne tout. Le Congo va gagner quoi? Ce sera la pollution et quelques désagréments liés à l'exploitation minière. Mais en termes de valeur absolue, le Congo ne sort pas gagnant de cette affaire. Alors, Kerwin, certains pensent aussi que cet accord entre la RDC et les États-Unis va pouvoir réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Est-ce que vous pensez que cela... vous voyez ça un peu de la même façon? Non, je ne vois pas les problèmes de la même façon parce que le monde est un rendez-vous du donner et du recevoir. Chaque État souverain a le droit de coopérer avec qui il veut par rapport à ses intérêts. Si la Chine est venue au Congo pour des matières premières stratégiques, le Congo aussi, en tant qu'État souverain, normalement souverain, devrait voir ce qu'il peut tirer de la Chine. Donc, du coup, le marché est énorme. Tout le monde peut venir. L'Union européenne, la Chine, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Maroc, n'importe quel pays, la Turquie, peut venir investir au Congo. Le Congo peut exporter, importer des produits de où il veut. Le problème, c'est... Ce qui dérange, en fait, c'est faire du Congo un terrain où les grandes puissances se battent. Les États-Unis sont en guerre économique avec la Chine, qui est devenue une espèce de guerre froide économique. Et le Congo ne doit pas être un terrain où deux puissances viennent se battre. En Afrique, on dit que lorsque des éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. Et le Congo risque de pâtir de cette guerre entre superpuissances. Le Congo est énorme, c'est un grand marché de 120 millions d'habitants, 2 345 409 km². Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. On ne devrait pas voir les choses toujours en perspective de la Chine prédatrice doit être écartée au profit du gentil États-Unis. Non. C'est la Chine vient, comme tout autre pays, chercher ses intérêts. Le problème, c'est beaucoup plus comment les Congolais actionnent toutes ces coopérations et toutes les opportunités qu'ils ont de coopérer avec différents pays. Et revenons un peu à ce que Kerwin vous avez dit avant. Quels sont alors finalement les risques pour la RDC de donner un accès privilégié à ses ressources à une puissance étrangère? Les risques majeurs, c'est de perdre sa souveraineté. Parce qu'il faut se poser la question dans quel contexte ces matières premières ont été données. Et ici, c'est l'occasion pour nous de contextualiser un peu nos propos. Le Congo est un pays extrêmement riche. Il est victime d'une agression depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis octobre 1996 que le Congo a été agressé. Ceux qui ont agressé le Congo visaient un espace vital, selon eux. Ils visaient une colonisation qui ne dit pas son nom et visaient aussi le pillage de matières premières. Donc, que dit les textes internationaux, notamment la Charte des Nations Unies et la résolution 3314 de la 33e Assemblée Générale des Nations Unies qui définit l'agression. L'agression, c'est l'emploi illégitime de la force par un État contre un autre État. Ça, c'est la définition principale. Et puis, il y a d'autres, il y a toute une série de comportements que l'on peut qualifier d'agression. Par exemple, le fait de manipuler des gens à sa frontière pour déstabiliser les pays voisins ou, par exemple, imposer un embargo qui peut nuire inutilement à un pays, ou lorsqu'on est invité, on fait autre chose que ce dont pour lequel on a été invité. Par exemple, alors, le Congo est victime d'une agression. L'ONU reconnaît que le Congo est agressé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait appliquer d'abord l'article 51 de la Charte des Nations Unies sur la légitime défense. Donc, le Congo devrait se défendre. Mais à côté du Congo qui se défend, il faudrait que les autres pays membres des Nations Unies puissent soit appliquer les chapitres 6 sur les négociations pour mettre fin à cette guerre d'agression, ou le chapitre 7 qu'on appelle mesures de sécurité collective des Nations Unies pour stopper cette agression. Cela n'a pas été le cas.
Le Congo, au lieu de se défendre, le Congo ne s'est pas défendu. Les autorités congolaises ont été engluées dans une compromission qui ne dit pas son nom. On était en guerre avec les Rwandais, mais ils gardaient les bonnes relations diplomatiques avec les Rwandais. On était en guerre avec les Rwandais, mais ils ne voulaient pas faire une déclaration de guerre. Mais on était en guerre avec... Apparemment, c'était la diplomatie. Ils jouaient à la diplomatie. Ils ne pouvaient pas déclarer Non, une non, guerre on ne fait... pendant qu'ils étaient en train de... On ne fait pas... Ouais, allez-y, allez-y. On ne fait pas de diplomatie lorsqu'on est agressé. Lorsqu'on est agressé, on se défend. C'est ce que la Charte des Nations Unies dit à l'article 51. Donc, le Congo ne l'a pas fait. Mais qu'est-ce que le Congo a trouvé de mieux à faire? C'est d'aller inviter les États-Unis pour faire un échange matière première contre paix. Mais curieusement, on invite les États-Unis à prendre les matières premières du Congo, mais à nous défendre contre les Rwandais. Mais qu'est-ce que les États-Unis font? Ils invitent les Rwandais à négocier avec le Congo. Or, ce que le Congo a demandé aux États-Unis, c'était de soumettre militairement le Rwanda pour que le Congo puisse retrouver la paix. Donc, on se retrouve avec un des protagonistes, l'agresseur, qui se retrouve sur la table des négociations pour avoir accès aux matières premières qu'il a toujours revendiquées de façon illégale, et l'arbitre, celui qu'on a appelé pour ramener la paix, s'est retrouvé parti parce que dans la foulée, l'arbitre aussi a négocié les matières premières du Congo. Lorsqu'on regarde les déséquilibres qu'il y a entre ce que le Congo a demandé et ce que les États-Unis lui offrent ou ce que le Rwanda, pays agresseur, a obtenu, c'est tellement déséquilibré qu'on va parler des accords de capitulation. Le Congo a capitulé. Pourquoi? Parce que le Rwanda a obtenu tout ce qu'il a voulu. Lisez ces accords, vous allez voir. Le Rwanda n'est plus présenté comme le pays agresseur, c'est-à-dire le pays ayant violé la Charte des Nations Unies conformément à la résolution 3314. Mais le Rwanda apparaît comme étant victime du Congo parce que le Congo hébergerait des FDLR qui menaceraient le Rwanda et que ce que le Rwanda fait au Congo, ce n'est pas une agression, mais c'est des mesures défensives autorisées justement par la Charte des Nations Unies dans le cadre de la légitime défense. Lisez bien cet accord. Vous allez remarquer qu'on a cité les noms des FDLR 43 fois, les noms du M23, qui est le faux-né du Rwanda, 3 fois, et le mot agression n'a été cité qu'une seule fois lorsqu'on conseillait au Rwanda et au Congo d'arrêter de s'agresser mutuellement. Comment vous analysez cela, Kerwin? Qu'est-ce que cela veut dire en termes clairs? Cela veut dire que les autorités congolaises sont compromises. Massad Boulos, qui est l'envoyé spécial du président américain Trump pour la région de l'Afrique et du Moyen-Orient, avait déclaré dans une interview à Jeune Afrique que lorsqu'on accusait les États-Unis d'avoir favorisé un accord déséquilibré, il a dit que le président congolais avait déjà négocié avec son homologue rwandais depuis 2024 et c'est le fruit de cette négociation qui y a donné la déclaration des principes et puis l'accord qui a été signé à Washington. Donc, il y a eu des négociations en catimini, des négociations de capitulation, des négociations qui ont fait la part belle au Rwanda contre le Congo en échange de quoi? En tout cas, il y a motif à soupçon que c'est en échange de la pérennisation de M. Tshisekedi au pouvoir. C'est ainsi qu'il a négocié un accord aussi déséquilibré. Je viens de le dire. Le Congo se plaint qu'il est agressé par le Rwanda, mais dans l'accord, c'est maintenant le Congo qui apparaît comme un agresseur parce que le Congo entretient un groupe qui menacerait le Rwanda et que le Rwanda ne fait que se défendre. Or, entretenir un groupe armé pas très loin de la frontière d'un pays voisin, dans la résolution 3314, c'est une agression. Or, les FDLR sont venus au Congo. C'est les Nations Unies qui les ont ramenés, c'était des réfugiés. À un certain moment, le Rwanda a occupé cette partie du territoire sans résoudre le problème. Il y a même eu un Rwandais, haute autorité aujourd'hui au Rwanda, qui a été plusieurs fois ministre et consort, qui a été chef d'état-major de l'armée congolaise. Il n'a pas résolu le problème. Et dans un des rapports des Nations Unies, on dit même que le Rwanda recycle les M23 pour ses visées géostratégiques au Congo. Donc, on ne peut pas travailler avec les M23, pardon, avec les FDLR et se plaindre que les FDLR menaceraient la sécurité du Rwanda. Revenons un peu sur cet accord, Kerwin. Alors, comment, plus concrètement, comment éviter que cet accord
ne répète hein, les schémas d'exploitation passés, par exemple. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est que, heureusement, dans l'accord, il y a un article, sauf erreur de ma part, c'est au point 6 ou 7, qui donne les modalités de rupture de cet accord. Si un État estime que pour une raison X ou Y, cet accord ne lui plaît plus, il peut en sortir. Mais il a 60 jours pour en informer les autres et sortir de cet accord. Parce que il y a un autre problème dans cet accord qui dérange. Souvent, on appelle le Congo la région. Chaque fois qu'on parle des minéraux, c'est la région. À la base, ça devait être un accord de paix. Dans un accord de paix, on parle de cessez-le-feu, on parle de la situation des troupes. Voilà, il y a un cessez-le-feu, vous retirez vos troupes, vous ne faites plus ça, vous vous limitez ici, vous vous limitez là. Voilà comment est-ce qu'on organise la paix. Mais dans cet accord, on ne parle pas de cessez-le-feu ou de quoi que ce soit, mais on parle beaucoup plus des minéraux et de l'exploitation commune des richesses congolaises, et on n'emploie pas le mot Congo, on emploie le mot région. C'est-à-dire, le Rwanda va commencer à exploiter en commun avec le Congo les parcs naturels du Congo. On connaît que le Congo a des grands parcs tels que le parc Virunga, le parc Kawusi-Biega. Il y en a plusieurs. Donc, le Rwanda va s'en sortir avec l'exploitation commune, par exemple, des parcs naturels congolais. Le Rwanda va exploiter mutuellement, disons, en commun, par exemple, le potentiel hydroélectrique du Congo. Le Rwanda va exploiter les richesses minières du Congo. En échange, qu'est-ce que le Rwanda donne? En échange, on ne va pas dire que le Rwanda donne la paix au Congo parce qu'un agresseur qui arrête d'agresser ne fait pas un cadeau. C'est le statu quo ante. La paix, c'est une situation normale. Donc on ne peut pas dire qu'on vous offre la paix si vous êtes l'agresseur. Et en échange, qu'est-ce qu'il y a? En échange, c'est tout bénéf pour le Rwanda. Le Congo ne gagne rien. Nous savons, Kerwin, que dans quelques jours ici, il y aura la présence des deux chefs d'État, le président Tshisekedi et Paul Kagame du Rwanda, ici aux États-Unis. Cette signature va avoir lieu, en tout cas c'est prévu que ça se passe ici à Washington. Comment alors, d'après vous, s'assurer que les populations locales bénéficient réellement de cet accord au-delà de ces élites? Ce qu'il faudrait faire, déjà le président Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, lui-même s'en vante, hein, qu'il a été partout dans le monde, qu'il a rencontré tous les grands de ce monde, mais on sent en son chef comme une petite frustration. Il n'a jamais été reçu au bureau ovale, qui se trouve être le bureau le plus puissant du monde. Donc, il va obtenir sa photo dans le bureau ovale, à côté du président le plus puissant du monde. Ça, c'est un fait. Quand il va signer cet accord, normalement, il devrait renégocier certaines clauses pour que les États-Unis ne puissent pas se limiter qu'à investir dans les mines, mais que les investisseurs américains puissent investir dans des domaines qui touchent le plus la population congolaise, c'est-à-dire le social. Et dans le social, je veux dire le social, l'éducation, et puis certains secteurs économiques. Bon, mais pour que cela soit possible, dans l'accord, on l'a dit, il faut lutter contre la corruption au Congo. Donc, il faudrait déjà que le président Tshisekedi puisse juguler la corruption qu'il y a au Congo et qu'il puisse négocier quelques amendements de ces accords, surtout avec les Américains, pour que les investissements américains puissent profiter réellement au peuple congolais. Ça serait vraiment injuste que le peuple rwandais puisse bénéficier des matières premières qui ne lui appartiennent pas, tandis que le peuple congolais ne bénéficie de rien. Donc je pense qu'il y a quand même une fenêtre. L'accord n'est pas complètement fermé. On peut négocier, on peut amender, on peut modifier des choses, on peut même en sortir pour renégocier un autre accord qui sera un peu plus équilibré. Mais celui-là, tel quel, ça va bénéficier d'abord à l'élite et à très peu de gens sur le plan local. Kerwin, peut-être ma dernière question. Comment la RDC peut-elle maintenir alors un certain équilibre entre partenaires occidentaux et non occidentaux? Moi, je pense que quand on vient dans un marché international, on se part de sa plus belle tenue et on connaît sa valeur et on se donne au plus offrant. Le Congo est un grand marché, un marché qui peut accueillir tout le monde.
il faut qu'on ait un État fort, un État digne de ce nom, qu'on ait un code des investissements attractif, qu'on ait un système bancaire performant, qu'on ait des universités qui fonctionnent ou des centres de formation pour une main-d'œuvre qualifiée, qu'on puisse avoir à la fois la sécurité juridique et la sécurité physique, et à partir de là, n'importe quel acteur qui viendra, qui respectera les lois, apportera un avantage ou un plus-value à la fois au peuple congolais et à son peuple. Bon alors, si il faut réfléchir par rapport au Congo toujours en termes d'antagonisme, comme les Français sont là, donc les Allemands ne peuvent pas être là. Mais comme les Américains sont là, donc il n'y a pas de place pour les Chinois. Mais comme les Chinois sont là, il n'y a pas de place pour les Russes. Mais comme les Russes sont là, il faut exclure les Brésiliens ou les Argentins. Nous sommes en train de faire fausse route. Les Congo, comme tout autre pays, mais surtout le Congo qui est un pays riche, doit être un marché ouvert. Celui qui vient dans un domaine où il a de l'expertise, un domaine qui l'intéresse, il prend ce domaine, les autres seront dans un autre domaine. Si vous êtes là pour exploiter nos minéraux, les autres viendront peut-être pour l'exploitation du bois. Si certains viennent pour l'exploitation du bois, d'autres viendront pour l'agriculture. Ce qui est important, c'est que le peuple congolais puisse y trouver son compte. Donc, n'est pas toujours opposer les pays, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Kerwin, merci à vous en tout cas pour vos éclairages. Cet accord entre la RDC et les États-Unis pourrait en tout cas être un tournant historique. On le sait tous, on le voit, on l'entend d'ailleurs avec vous aussi ce soir, ou même une opportunité aussi manquée de plus. Mais comme toujours, l'essentiel de ne pas jouer, tout doit être joué sur le papier, comme vous avez dit, cela doit être récalculé ici à Washington, en tout cas dans l'exécution ici, la transparence et même la capacité à faire bénéficier réellement ce peuple congolais dont vous avez cité ce soir. Merci à vous Kerwin Maïzo, et je rappelle que vous êtes analyste et spécialiste des affaires congolaises. Merci encore pour ce soir, Kerwin. C'est moi.